que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à tous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre dans cet entretien sur ivoiretv.net, celui que nous recevons pour décortiquer l'actualité en Côte d'Ivoire et en particulier celle de Génération et Peuple Solidaire, mouvement pro-Soro, dissous le 23 juin dernier par la justice ivoirienne. C'est le professeur Mamadou Traoré. Professeur Mamadou Traoré, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes, je le rappelle, conseiller spécial de Guillaume Soro, l'ex-chef du Parlement et fondateur du mouvement GPS, en exil depuis le 23 décembre 2019, pour la gouverne de ceux qui nous suivent. Alors, on va entrer dans le vif de l'actualité. L'on assiste depuis le 17 juin dernier, donc depuis l'arrivée en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, à un certain réchauffement des tensions politiques en Côte d'Ivoire. Quelques jours après son débarquement à Abidjan, l'ex-président a accordé, ou peut-être le même jour, mais les éléments ont été diffusés quelques jours plus tard, des reportages des chaînes européennes Arte et France 24, dans lesquels Laurent Gbagbo revenait sur le contentieux électoral de 2010, mais également il réclamait des enquêtes de la justice internationale dans le camp Ouattara pour faire la lumière justement sur ceux qui sont coupables de la mort des 3000 victimes de la crise et les post-électorales de 2010. Alors, en tant qu'observateur et acteur politique proche de Guillaume Soro, quelle est votre lecture de la posture de Laurent Gbagbo à son arrivée? Est-ce que vous êtes surpris de l'élan offensif qu'il prend? Non, j'avoue personnellement que je ne suis pas surpris de l'élan offensif que Laurent Gbagbo prend, parce que Laurent Gbagbo, il faut le reconnaître, il faut le savoir, c'est un animal politique. Donc, demander à Laurent Gbagbo de ne pas faire de la politique, je crois que c'est vraiment faire de l'utopie. Ce n'est pas possible. Si Laurent Gbagbo ne faisait pas de la politique, j'avoue que moi, c'est ce qui m'aurait surpris. Donc, sa posture ne me surprend pas du tout. Donc, en tant que politique, en tout cas, la posture de Laurent Gbagbo ne me surprend pas. Maintenant, concernant sa réaction liée aux enquêtes qu'il faut mener pour savoir en fait qui sont ceux qui sont à la base des 3000 morts, surtout que la CPI vient de le blanchir, moi j'avoue personnellement que puisque Laurent Gbagbo, à mon avis, on avait souhaité qu'il soit libéré et qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour prôner la réconciliation, à mon avis, cette manière de voir les choses ne montre pas, en fait, sa volonté d'aller à une certaine réconciliation. Pourquoi? Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui n'ont pas apprécié le fait que Laurent Gbagbo ait été déporté à la CPI. On a même trouvé que faire partie un Ivoirien à la CPI pour le juger était vraiment un acte qui était en contradiction totale avec la réconciliation. Les Ivoiriens auraient bien voulu qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire. Et ils ont reproché au président Ouattara de l'avoir fait juger à la CPI. Donc, si Laurent Gbagbo, sorti de prison, vient réclamer une enquête, c'est de bonne guerre. C'est normal parce que si il y avait des acteurs, il y avait lui et le président Ouattara. Si lui, il considère qu'avec la CPI, il est innocent, il se dit qu'il faut mener une enquête pour savoir qui est coupable. À mon avis, en tout cas, j'aurais bien voulu que Laurent Gbagbo laisse les choses en l'état et qu'il considère que Dieu a fait déjà, comme on dit, son parlant. Dieu l'a blanchi et qu'il laisse l'occasion à Dieu de le venger. Mais à travers cette posture, j'ai l'impression que ça cache une certaine vengeance. Et c'est dit, comme moi, on m'a accusé de crimes contre l'humanité et la CPI m'a acquitté, je voudrais aussi qu'on mène des enquêtes afin qu'on puisse trouver les coupables pour qu'on les amène eux aussi à la CPI. Chose que, à mon avis, les Ivoiriens avaient reproché au président Ouattara. Donc, si le président Gbagbo, lui, s'inscrit dans cette posture-là, j'avoue personnellement que
ça me déçoit un peu parce qu'il n'est pas le faiseur de paix auquel peut-être nous pensions. Voilà ma première posture À quoi est-ce que, concernant. à quoi est-ce que vous seriez attendu justement dans la projection de faiseur de paix que vous attendiez de Laurent Gbagbo Moi, concrètement? je veux que Laurent Gbagbo se comporte comme Nelson Mandela l'a fait. Nelson Mandela a été accusé de certains crimes, on l'a mis en prison pendant des années, des années. Et quand il est sorti de prison, au moment où les gens s'attendaient à ce que Nelson Mandela, qui venait pratiquement d'avoir qui cherchait le pouvoir et qui venait d'avoir le pouvoir, se venge, mon ami Nelson Mandela, il ne s'est pas du tout vengé. Au contraire, même, il allait même dans la famille de Peter je sais pas, le président sud-africain à l'époque, là. Peter Botha, oui. Alors, voilà, justement, il allait dans sa famille, il allait vraiment, il a demandé à ses partisans de ne pas vraiment se venger et considérer qu'il a fait la prison, c'est pas la peine. Et j'avoue que ça a grandi Nelson Mandela et ça a amené les Africains à ne pas se venger des Blancs. Moi, j'avoue que c'est cette posture que j'attendais de Laurent Gbagbo. Qu'il vienne, qu'il dise, bon, il a fait 10 ans en prison, il considère que c'est ce que Dieu a voulu, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ceux qui l'ont accusé n'ont pas pu prouver qu'il était à la base d'un crime contre l'humanité. Et donc, lui, il préfère laisser cela à Dieu et il demande aux Ivoiriens d'oublier tout ça et de penser à aller à la réconciliation. Bien entendu, ceux qui sont morts ou les parents de ceux qui sont morts qui attendent une justice, Laurent Gbagbo devait peut-être leur demander de permettre peut-être à la justice ivoirienne de mener des enquêtes et puis voir peut-être qui sont les coupables et puis voir aussi comment peut-être on pourrait les sanctionner d'une manière symbolique, mais voir aussi qui sont réellement les victimes et puis voir comment ces victimes-là, on peut les indemniser comme il faut. Moi, en tout cas, c'est cette posture-là que j'attendais de Laurent Gbagbo et non cette posture qu'il a eue. Est-ce que Laurent Gbagbo, en se comportant ici par cette trajectoire, n'est pas en train de titiller le talon d'Achille du régime Ouattara, qui pendant presque 10 ans, il faut le reconnaître, n'a pas rencontré de véritable opposition sur le terrain, excepté durant la période de la crise du troisième mandat, qui, on l'a vu, était d'une assez courte durée. Et là encore, la résistance ou l'opposition au régime Ouattara s'est très vite estompée dès la reprise du dialogue entre Henri Konan Bédié et l'actuel chef d'État. Et là, Laurent Gbagbo vient tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de volcan qui est en train de se réveiller, qu'il y a une opposition au pouvoir en place. Non, je suis d'accord que Laurent Gbagbo se présente comme l'opposant du pouvoir en place. Je l'ai dit que je ne suis pas surpris de sa posture d'homme politique, mais j'avoue que c'est l'ancrage qu'il a eu concernant justement les enquêtes liées à la CPI, liées aux 3000 morts là. Je crois que c'est ce que je condamne. Sinon, le fait qu'il puisse titiller le régime en place, je trouve que c'est tout à fait normal, légitime, parce que Laurent Gbagbo est aujourd'hui un opposant au pouvoir. Et en tant qu'opposant au pouvoir, il a tout à fait le droit de titiller le régime en place. Donc pour moi, en tout cas, il est dans son rôle, mais j'aurais bien voulu qu'il utilise d'autres thèmes mieux structurés que ce thème lié à la CPI. Voilà, c'est mon avis, en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, dès son retour, et on maintient encore le trait avec Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui fait l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, il a, comme première visite symbolique, en dehors de son déplacement à l'extérieur, au Congo-Kinshasa, où il était allé en séjour privé à l'invitation de Jean-Pierre Bemba, arrivé de retour en Côte d'Ivoire, il est allé rencontrer très symboliquement Henri Konan Bédié, une visite qu'il a d'ailleurs décrite comme un acte de reconnaissance et de réconciliation. Bien que l'on sache qu'il y a bien sûr des enjeux politiques avec le président du PDCI qui, entre-temps, est devenu son allié politique, est-ce que l'on doit s'attendre à un élargissement de l'alliance pour éventuellement inclure votre mentor, Guillaume Soro, qui est toujours en exil? Ah oui, bien entendu. Moi, je pense que pour ce que nous savons des relations qui existent entre le président Henri Konan Bédié et le président Guillaume Soro, pour ce que nous savons aussi que le président Gbagbo et Guillaume se sont parlé, je pense que les deux, si Bédié et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, forcément,
Laurent Gbagbo et Guillaume Soro vont les rejoindre dans cette bataille. Et je me dis que c'est ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et j'avoue que cette visite de Laurent Gbagbo au président Bédié est une visite vraiment qui a son pesant d'or. Cela montre tout simplement que le président Ouattara a réussi la prouesse à faire en sorte que deux anciens adversaires aujourd'hui se réconcilient. Il s'agit du président Bédié et du président Gbagbo. Il a réussi à réconcilier le président Bédié et le président Gbagbo, et ça, je crois que ça, le pouvoir là. Et il a réussi encore à faire en sorte que le président Guillaume Soro puisse les rejoindre. Donc, sans le vouloir, il est en train de créer une opposition dure contre lui-même, une opposition composée de Bédié, de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Et j'avoue que ce n'est pas fait pour l'arranger. Ce n'est vraiment pas fait pour l'arranger. C'est pourquoi je pense qu'il serait mieux pour lui de faire baisser la température pendant qu'on y est. C'est important. Est-ce que cette alliance, professeur, est susceptible, selon vous, d'inquiéter le régime Ouattara, qui, on l'a vu, hein, depuis près de 10 ans, même encore tout récemment, avec la crise du troisième mandat, a réussi à surmonter toutes les adversités qui lui ont été opposées par les forces d'opposition coalisées? Bon, est-ce que cette opposition peut l'inquiéter? Peut-être qu'elle peut l'inquiéter par rapport à la masse qu'elle peut avoir derrière elle, cette opposition-là, la masse de Bédié, la masse de Gbagbo et puis la masse des pro-Soro. Elle peut peut-être l'inquiéter, mais aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce qu'en réalité, le président Ouattara a peur de quelqu'un en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le président Ouattara ait peur de quelqu'un parce qu'il considère qu'aujourd'hui, il a réussi à dompter tout le monde. Rappelons-nous que Laurent Gbagbo était en adversité avec le président Ouattara. Ouattara considère qu'il a battu à partir de 2010. Bédié a été en adversité avec lui dans les années 90. Il a réussi encore à le vaincre à travers cette adversité-là. Je peux dire que celui qui est en train de chercher à complètement écraser, c'est le président Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, le président Ouattara considère qu'il a en face de lui, en Côte d'Ivoire en tout cas, deux personnes qu'il a eu à terrasser, pour parler comme les Ivoiriens. Donc quand tu terrasses quelqu'un, en principe, tu n'as plus peur de la personne. Ça, c'est peut-être l'impression dans laquelle le président Ouattara doit se trouver. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'il s'asseye et puis il pense que tout est gagné. Je pense que l'alliance Laurent Gbagbo et Bédié peut réserver des surprises désagréables au président Ouattara, au niveau justement de la population, au niveau des grognes des populations, et je pense que ce sont des choses quand même qu'il ne faut pas négliger. Alors, ce dimanche 11 juillet, les deux anciens chefs d'État depuis Daokro, donc au terme de la visite de Laurent Gbagbo, ont lancé un appel conjoint au dialogue national inclusif, hein, comprenant tous les acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne. L'appel a été très vite rejeté par le camp Ouattara. Dès le lendemain, avec cette conférence de presse de Adama Bictogo, directeur exécutif du parti au pouvoir, qui a estimé que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin, dans les conditions actuelles, d'un dialogue politique. Votre commentaire là-dessus? Alors, j'avoue que d'abord, l'idée de dialogue inclusif est une bonne idée, parce que c'est une idée même, c'est une proposition qui a été faite même par la communauté internationale à l'époque de la crise électorale et post-électorale. La communauté internationale a demandé à ce que le président Ouattara fasse en sorte qu'il y ait un dialogue inclusif. L'opposition a réclamé en vain ce dialogue inclusif. J'avoue que donc le président Gbagbo et le président Bédié ont pris en main ce dialogue inclusif que moi, en tout cas, j'appelle de tout mon vœu. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure solution pour qu'on puisse aller à une vraie réconciliation. Alors, je comprends la position du RAGP. En réalité, ce dialogue inclusif n'arrange pas du tout le RAGP. Je pense que le RAGP aujourd'hui se sent à l'aise dans cette situation de belligérance parce qu'il s'est dit que ce parti s'est dit qu'il a le pouvoir, il a toutes les forces
avec lui. Donc, ce dialogue inclusif ne l'arrange pas du tout. J'avoue que je ne suis pas surpris. Venant donc du RHDP, je ne suis pas surpris parce que nos amis du RHDP, n'oublions pas, sont nos amis du RDR, les ex-RDR. À l'époque, lorsque le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro et Laurent Gbagbo se sont rencontrés dans le cadre de l'accord politique de Ouaga, ceux qui se sont opposés à ce dialogue entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ce sont nos amis du RDR qui se sont mués aujourd'hui à RHDP. Donc, j'avoue que cette posture du RHDP ne me surprend pas. Elle ne me surprend pas, elle me déçoit. J'avoue qu'elle me déçoit. Et aujourd'hui, le RHDP est en train de nous montrer clairement que c'est lui qui ne veut pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Dire que les Ivoiriens n'ont pas besoin de réconciliation, je pense que c'est faire la politique de l'autruche, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les Ivoiriens sont divisés. Nous savons tous que, les pro-Bédier ne sont pas contents. Les pro-Gbagbo ne sont pas contents. Les pro-Soro ne sont pas contents. Les pro-Mabri ne sont pas contents, ainsi de suite. Donc, tous les leaders politiques de l'opposition avec leurs militants ne sont pas contents. Et aujourd'hui, les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas contents de la manière dont les élections se sont déroulées. Et aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Donc, dire que dans cette atmosphère tendue que tout le monde connaît et que tout le monde voit, dire qu'on n'a pas besoin d'aller à la réconciliation, je pense que c'est faire de la politique de l'autruche et c'est faire de la mauvaise foi. Et j'avoue que cette attitude-là, de la part du RHDP, me déçoit. J'attendais vraiment de ce parti qu'il puisse saisir la balle au bon pour justement faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent et ils se parlent afin de penser les plaies. J'avoue que cette position que certains cadres de RHDP ont eue m'a vraiment déçu. Le RHDP craint, selon les termes du ministre Touré Mamadou, une volonté de l'opposition, disons le RHDP subodore, une volonté de l'opposition d'aboutir à une sorte de transition qu'elle n'a pas pu obtenir durant la crise du troisième mandat et qu'elle serait par malice d'arracher à travers l'idée d'un dialogue que soutiendrait la communauté internationale. Alors, en tant qu'opposant, comment est-ce que vous interprétez cette lecture du RHDP? Bon, moi je crois que cette lecture du RHDP montre clairement qu'ils ont peur d'un dialogue inclusif. Je reconnais qu'on peut dire d'une certaine façon que leur père est un peu légitime parce qu'ils se sont rappelés un peu 2020. En 2020 où il y a eu un comité national de transition qui s'est mis en place, qui avait donc demandé à ce qu'il y ait une transition. Donc, ils se sont dit qu'à travers ce dialogue inclusif-là, l'opposition va demander une transition. Mais moi, je dis aujourd'hui, est-ce que, sincèrement, on a besoin d'une transition? Non. Pour nous, le RHDP s'est imposé à nous. Je dis bien que le RHDP s'est imposé à nous à travers cette élection-là, que moi, je considère comme un coup d'État constitutionnel, comme un coup d'État électoral. Donc, le RHDP s'est imposé à nous. On prend acte. Et donc, maintenant, pour moi, le dialogue inclusif doit pouvoir consister à amener les uns et les autres à se parler afin qu'on puisse trouver la solution pour que les Ivoiriens puissent se parler et afin d'organiser peut-être les échéances présidentielles à venir. Parce qu'aujourd'hui, je dis, si on pense qu'on peut se retrouver et puis créer une transition, faire comme si le président Ouattara n'existe plus, j'avoue que ce serait vraiment de l'utopie. À mon avis, ce n'est pas ça l'objectif de l'opposition. L'opposition veut un dialogue inclusif. Peut-être que ce dialogue inclusif va amener le président Ouattara, sous la tutelle de la communauté nationale, à mettre en place, je dirais peut-être, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de crise pour organiser les élections à venir. Un peu comme ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro. Lorsque il y a eu l'accord politique de Ouaga,
Et il n'y a pas eu une transition, mais il y a eu un gouvernement d'ouverture pour préparer justement les échéances futures, un gouvernement qui a été mis en place pour préparer la sortie de crise. Je pense que à travers ce dialogue inclusif-là, à mon avis, c'est plutôt un gouvernement de sortie de crise qui doit se mettre en place afin que la Côte d'Ivoire puisse mettre sa crise derrière. À mon avis, c'est cela. Sinon, je ne crois pas que ce soit l'idée de mettre en place un dialogue, une transition. Non. Cela montre clairement aussi la peur de nos amis du RHP. C'est vrai qu'ils se jouent les gros bras, mais au fond, ils ont peur. Ils ont peur que, effectivement, ce dialogue inclusif n'amène la communauté internationale à demander au président Ouattara à mettre en place une transition. Et une transition, ça voudrait dire clairement que le président Ouattara ne dirige pas le pays. Et je ne crois pas que la communauté internationale va commettre peut-être cet impair-là. Donc, je voudrais amener nos amis du RAGP à être sereins et à se rassurer de ce que l'opposition ne puisse pas penser à une transition. Pour moi, c'est plutôt c'est de mettre en place des instruments pour une sortie de crise à travers ce dialogue inclusif. Voilà ce que je pense. Mettons le cap à présent, professeur, sur l'actualité de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement dont vous faites partie en tant que cadre, éminent cadre, proche de Guillaume Soro. Votre mentor est en exil. Il y a très peu de lisibilité sur son retour et il est condamné à la perpétuité au terme d'un procès que beaucoup ont dénoncé pour ses irrégularités, mais bon, la justice a donné son verdict, on s'en tient. Alors là, il y a depuis quelque temps le ministre Alain Lobognon qui a, disant venir de son initiative personnelle, envisage d'entreprendre une médiation pour rapprocher, ou disons pour réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara dans l'optique, dit-il, de la réconciliation, parce qu'il estime, dans un communiqué qu'il a fait sortir, que la rupture est partie d'un malentendu entre les deux hommes. Quel est votre commentaire sur cette initiative? Est-ce que pour GPS, le combat aujourd'hui, c'est de réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ou pour GPS, le combat est d'aboutir à un dialogue républicain? En tout cas, moi, je dis, je ne parle pas ici en tant que porte-parole de GPS, mais dans ce que je sais au niveau de l'esprit, pour nous, ça ne doit pas être un problème entre Ouattara, le président Ouattara et Guillaume Soro. Non. Pour nous, s'il doit y avoir une démarche aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les fils de ce pays-là se retrouvent autour d'une table pour parler. Parce que si on tente de régler le problème entre le président Ouattara et Guillaume Soro, alors on va laisser de côté le problème entre le président Gbagbo et Bédié, et le président Gbagbo et le président Ouattara, on va laisser de côté le problème entre le président Bédié et Ouattara. On n'aura pas réglé le problème. Pour moi, donc, ce n'est pas la solution. C'est vrai que le ministre Alain Lobognon a eu cette initiative pour nous qui étaient isolés. Et j'espère qu'il aura assez de chance parce que, pour ce que je sais, avant lui, il y a eu des gens qui ont un coffre plus élevé, qui ont tenté la médiation et qui ont échoué face, bien entendu, aux exigences, aux conditions posées par le président Ouattara. Je ne sais pas comment Alain Lobognon va réussir à vraiment le convaincre à ce que vraiment il puisse laisser tomber tous ses charges contre Guillaume Soro sans lui exiger des choses qu'il ne pourra pas accepter. Par exemple, lui demander de renoncer à ses ambitions présidentielles pour la Côte d'Ivoire. Ça, je crois que si on demande ça à Guillaume Soro, ce n'est pas la peine. Lui demander de venir au RAGP, ça aussi, il ne faut même pas y rêver. Donc, je dis que pour moi, la démarche qu'on devait mener actuellement, c'est la démarche du dialogue inclusif. Faire venir tous les fils du pays et puis les amener à échanger autour d'une table pour lever toutes les crises. Je ne crois pas, contrairement à ce que le ministre Alain Lobognon a dit, que ce soit un problème d'incompréhension entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Non, je ne crois pas que ce soit un problème d'incompréhension. Je crois que c'est un problème d'ambition.
président Guillaume Soro a pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire, ce que n'approuve pas le président Ouattara. Voilà. Le président Ouattara aurait bien voulu que le président Guillaume Soro se contente de rester dans son ombre et puis il soit, comme on dit, son bon petit avis. Le fait que le président Guillaume Soro ait décidé de viser le fauteuil présidentiel, à mon avis, c'est ça qui est le problème. Est-ce que ça, c'est une incompréhension? Non. Pour moi, ce n'est pas une incompréhension, c'est un problème d'ambition. Et alors, j'avoue que ça me choque parce que le président Guillaume Soro s'est battu à l'époque pour que les ambitions du président Ouattara soient réalisées en tant que candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi aujourd'hui c'est le président Ouattara qui veut maintenant tuer cette ambition en Guillaume Soro? Vraiment, voilà le problème. À côté de cette ambition-là, il y a eu aussi, pas de problème d'incompréhension, mais je crois que beaucoup d'intoxication entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Ils sont allés dire des choses au président Ouattara. Ils ont fait croire au président Ouattara que Guillaume Soro veut le tuer, veut lui faire un coup d'État. Bon, donc vous savez, c'est tout ça qui a amené le président Ouattara, à mon avis, en tout cas, à voir en Guillaume Soro vraiment quelqu'un de pas du tout fiable. Pour moi, donc, ce n'est pas un problème d'ambition. Et je dis bien que vraiment, je souhaite beaucoup de chance à Alain Le Gounon, mais moi, personnellement, je dis bien, moi, personnellement, je suis pessimiste par rapport à la démarche qu'il est en train d'entreprendre. Je suis vraiment pessimiste. Et je souhaite, je dis bien, je souhaite qu'un jour, il me donne tort. Un jour, il me donne tort et que je vienne dire, ah, vraiment, Le Gounon, tu as eu raison d'engager cette démarche-là. Mais quelque part, au fond de moi, je ne suis pas convaincu que cette démarche puisse aboutir. Tel qu'il est en train de procéder, parce que, vous savez, quand celui qui demande, on dit toujours celui qui demande, il a la main toujours en bas. Quand le ministre Le Gounon va aller vers le président Ouattara pour demander à ce que les choses se passent calmement, le président Guillaume Soro, lui, forcément, le président Ouattara va exiger des choses. Est-ce que Le Gounon pourra demander à Guillaume Soro, par exemple, de tuer ses ambitions politiques pour cela? Je crois que ce sera difficile. Mais j'attends de voir. Très bien. Vous attendez de voir, entre-temps, Guillaume Soro est en exil, et c'est justement le problème que certains soutiens d'Alain Le Gounon prônent pour dire, entre-temps, Guillaume Soro est en exil, GPS est dissous. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour ramener l'ex-président de l'Assemblée nationale au bercail? Qu'est-ce qui est fait? Quelle solution proposez-vous justement pour mettre fin à l'exil de Guillaume Soro et de plusieurs de ses compagnons? La solution pour moi, je dis, il faut que ce soit le président Ouattara lui-même qui est au pouvoir, qui puisse tendre la main aux uns aux autres. Je rappelle toujours que en 2002, Guillaume Soro a tenté un coup d'État muet en rébellion contre Laurent Gbagbo. Ils se sont affrontés. Mais en 2006, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui avait le pouvoir, qui a fait la démarche vers Guillaume Soro à travers Blaise Compaoré afin qu'il puisse vraiment calmer le jeu. Je dis bien, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui peut calmer le jeu. À mon avis, si le président Ouattara veut vraiment que la Côte d'Ivoire soit en paix avec elle-même, s'il veut que les Ivoiriens se retrouvent, je crois que c'est lui qui doit prendre sur lui l'initiative de calmer le jeu, de lever toutes les sanctions contre Guillaume Soro et ses proches, de lever toutes les sanctions contre GPS pour montrer qu'il est un grand homme. Parce qu'aujourd'hui, en sanctionnant Guillaume Soro, en le contraignant en exil, je ne crois pas que le président Ouattara puisse faire de lui le grand homme auquel peut-être tout le monde peut penser. Maintenant, quelles sont les solutions? J'avoue que, pour moi, la solution pourrait venir de l'international. La solution aussi pourrait venir de certaines médiations. Les médiations, à mon avis, plus profondes. Mais je ne crois pas que les médiations au niveau... la médiation que mène actuellement Le Gounon
puisse aboutir. Mais je suis convaincu que d'autres médiations pourraient aboutir. Par exemple, des médiations prônées ou bien portées par des gens que Guillaume Soro respecte et que le président Ouattara respecte. Je crois que ceux-là, s'ils s'engagent dans cette médiation-là, ils pourraient peut-être amener le président Ouattara à lever le pied sur beaucoup de choses et puis l'amener aussi à faire ce dialogue inclusif que tout le monde demande. Mais je dis, c'est bizarre, moi j'ai la foi que Guillaume Soro rentrera au pays et il mènera cette activité politique tranquillement, comme si de rien n'était. Parce que je suis convaincu qu'il aura un déclic quelque part. Ce déclic-là va venir forcément d'une médiation inattendue quelque part qui va amener, je pense, le président Ouattara et le président Guillaume Soro à se parler et qui va aussi amener le président Ouattara et le président Bédié à se parler sérieusement et qui va amener le président Ouattara et Laurent Gbagbo à se parler sérieusement. Je dis et je répète, je ne voudrais pas que cette crise-là, on la limite à la crise Ouattara-Guillaume Soro. Non, il faut qu'on fasse en sorte que cette crise-là soit une crise qui concerne tous les leaders politiques du Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous appelons vivement à un dialogue inclusif. Maintenant, comme on dit, quelle est la solution pour que le président Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire? Je dis que la solution se trouve aux mains de certaines personnes sages de ce monde. Mais dire que pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il demande pardon au président Ouattara. Mais s'il demande pardon au président Ouattara, il faut qu'on lui dise ce qu'il a fait. En tout cas, il ne faut pas qu'on parle de coup d'État parce que Guillaume Soro ne se reconnaît pas avoir dans une affaire de coup d'État. Si encore le fait de rentrer, on lui dit, pour qu'il rentre au pays, on lui dit d'adhérer au RAGP, ça aussi, il ne faut pas compter là-dessus. Guillaume Soro ne le fera pas. Si on lui demande pour qu'il rentre au pays, il faut qu'il puisse ter ses ambitions présidentielles, ça aussi, Guillaume Soro ne le fera pas. Nous, en tout cas, nous n'allons pas encourager Guillaume Soro, en tout cas, à le faire. Donc, attendons, je suis convaincu qu'il y aura une solution qui viendra de quelque part, mais je ne peux pas vous dire d'où et je ne sais pas quelle est la solution, mais mon petit doigt me dit qu'il y aura quelque chose qui va décanter la situation. On va boucler. D'accord, c'est complet. D'accord. Alors, on va boucler justement et sur le rôle du ministre de la Réconciliation. On parlait justement à l'instant du fait que Guillaume Soro est toujours en exil après plus d'un an, 18 mois, enfin 6 mois maintenant, depuis donc le 23 décembre 2019. Laurent Gbagbo est de retour, mais les tensions sont en train de se raviver avec Alassane Ouattara, tout comme Alassane Ouattara qui s'enfonce dans ses relations avec Henri Konan Bédié. Alors, dans tout cet imbroglio politique auquel on assiste, quel peut être le rôle de Kouadio Konan-Bertin, nommé ministre de la Réconciliation nationale, justement, pour atténuer les divergences ou les dissensions au sein de la classe politique? En 3 minutes. Je dis que le ministre Kakabé, vraiment, pour parler comme les Ivoiriens, il a du pain sur la planche. Logiquement, c'est lui, à mon avis, s'il devait avoir une tentative de réconciliation entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, c'est lui, à mon avis, qui devrait prendre cette initiative. Mais s'il prend cette initiative, il faudrait que l'initiative vienne soit adoubée, soit acceptée par le président Ouattara. Et à ce niveau-là, si cette initiative de Kakabé est acceptée par le président Ouattara, je pense que le ministre Kakabé pourra peut-être jouer son rôle. Surtout que le ministre Kakabé et le président Guillaume Soro se connaissent très bien. Je pense qu'il pourra vraiment jouer un rôle important. Mais maintenant, est-ce que le ministre Kakabé aura la force nécessaire de mener ce combat de la médiation, de la réconciliation? Est-ce qu'il aura tous les instruments en main? Est-ce qu'on lui donnera les moyens qu'il faut, je veux dire les moyens politiques qu'il faut pour qu'il mène cette médiation?
J'avoue que si on lui donne les moyens politiques qu'il faut, si on lui donne carte blanche pour mener toutes les actions qu'il faut afin qu'il y ait réconciliation entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, entre le président Ouattara et le président Bédié, entre le président Ouattara et le président Gbagbo, je pense que si on lui donne carte blanche, Kakabe pourrait peut-être jouer un rôle important. Mais je dis et je répète, est-ce qu'il aura les cartes qu'il faut pour mener cette action? Parce que j'avoue personnellement que si, lorsque Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, si Kakabe était allé à l'aéroport en tant que ministre de la Réconciliation pour peut-être accueillir le frère qui venait, j'allais dire, ah, au moins, on lui donne une marge de liberté, on lui donne la possibilité d'agir. Mais on a tous constaté que Kakabe n'était pas présent là. Et je suis convaincu qu'au fond de lui, Kakabe, peut-être il voulait être présent, mais peut-être il n'a pas eu l'autorisation d'y aller. Alors donc, qu'est-ce que Kakabe peut mener comme action s'il n'a pas l'autorisation du président Ouattara? Il ne pourra mener aucune action. Même s'il décide de mener une action, tant qu'il n'a pas eu l'autorisation du président Ouattara, il ne pourra mener aucune action. Et s'il s'entête, bien entendu, ils vont lui dire de libérer le tabouret. Donc, je crois qu'il va jouer un rôle important, mais comment il va faire? Très bien. Voilà. Merci bien, professeur Traoré Mamadou. Merci de votre contribution donc à la compréhension de l'actualité politique en cours en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial de Guillaume Soro et que vous étiez avec nous justement pour analyser l'actualité de votre mentor, mais de façon plus large de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire avec les frictions auxquelles on assiste depuis ce lundi 12 juillet entre le parti au pouvoir et l'opposition conduite par les deux anciens chefs d'État, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis durant ce temps d'antenne. On va se dire au revoir et à très bientôt. Merci et bonne soirée. Ivoire TV, Ivoire TV.